Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, un épisode spécial puisqu'il s'agit d'un enregistrement live depuis la conférence Unlock Your Brain, Harden Your System 2025 ou 2025 pour aller jusqu'au bout du concept. Et pour cet enregistrement, nous avons beaucoup de monde autour de la table puisque nous avons Josquin. Bonjour Josquin. Bonjour. Et nous avons Guillaume. Bonjour. Vous êtes tous les deux organisateurs de cette conférence. Parmi les contributeurs Non Limite Sécu, nous avons Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Vladimir Collin. Bonjour. Et Christophe Renard. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette édition, cette 10e édition? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial cette année? Est-ce que vous voulez faire un peu l'historique de la conférence, d'où ça vient, comment ça a évolué? Alors donc c'est la 10e édition, effectivement. Ça a commencé dans une petite salle à la fac au départ pour une petite journée, et puis progressivement on est monté en puissance avec de plus en plus de partenaires, de plus en plus de speakers. On est passé sur 2 jours, on a intégré ensuite un CTF, et puis ensuite on a basculé du CTF au Bug Bounty étudiant. Voilà, on a trouvé un peu notre mode de fonctionnement nominal, voilà, avec des workshops et un side event le vendredi. Donc maintenant, c'est un Bug Bounty organisé en particulier par BZ Hunt et avec l'appui de Yes We Hack. Et le samedi est toujours consacré aux conférences. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une particularité, c'est qu'il y a une partie le vendredi et une partie le samedi sur le week-end. Oui, c'est ça. Ça a toujours été un choix. Alors la seule modification, je vais répondre à la question, mais ça a toujours été un choix de faire ça en fin de semaine, et notamment le cycle de conférences sur le week-end. Il y a beaucoup de conférences qui sont en semaine. Les avis peuvent être partagés. Nous, on a toujours fait le choix de permettre à des gens qui peuvent pas se faire payer la place par l'employeur, ou je sais pas, ou qui ont envie des étudiants qui peuvent pas venir parce qu'ils ont cours ou des choses comme ça. Et merci beaucoup. Il y en a, ils travaillent la semaine. Bah oui, c'est bizarre. Et donc, on a une session le vendredi et une session le samedi. La seule différence par rapport aux années, puisque c'est plus ou moins ce que tu demandais, Nicolas, c'est le lieu, mais tu vas peut-être nous en parler, Josquin. C'est surtout qu'on a décidé de ne pas faire ça pendant les vacances scolaires. C'est-à-dire de décaler d'une semaine, parce que la Toussaint fait que parfois il y a des familles qui se réunissent, des obligations, des choses comme ça. Et tout le monde nous disait, s'il vous plaît, décalez un petit peu. Donc là, vous avez choisi le pont du 11 novembre, du coup, c'est mieux. C'est une autre problématique. Effectivement, au niveau des transports, par exemple, c'est toujours pas optimal. Donc c'est vrai que souvent on utilisait un lycée. Ça permet d'avoir des salles de classe, des auditoriums, etc. Donc comme lieu, c'est assez pratique. Et donc cette année, au contraire, on a vu beaucoup plus grand, puisqu'on a la scène nationale à Brest, donc le Quartz, qu'on a investi. Alors pas encore sur la totalité, on n'est pas encore dans le grand théâtre de 1000 places. On a pu monter le nombre de places pour les conférences à 320, donc on a gagné un petit peu. On a eu de très très bonnes salles pour les ateliers, vraiment, et puis du coup une régie professionnelle. Ça se paye aussi, et donc on a besoin de partenaires. Mais un point qui est hyper important, qui nous handicapait avant, c'est l'unicité de lieu, pour la capacité à accueillir des gens, basculer d'un workshop, ensuite de rebasculer sur le... Ça, c'est vraiment très agréable. Un petit mot éventuellement sur les workshops qui ont eu lieu hier. Oui, alors hier, il y avait de mémoire 8 workshops avec 110 inscrits. Je crois qu'il y a quasiment ce volume-là au final de participants. Il y a eu peut-être quelques désistements. Donc des workshops assez variés, j'ai pas la liste en mémoire complète, mais des workshops assez techniques pour certains, plus débutants pour d'autres, sur du CubeOS, sur du Velociraptor, donc de la réponse incident, des choses comme ça, du Reverse APK, de la 5G, PySig avec Warren, effectivement, qui a fait ça. Donc beaucoup de workshops cette année, effectivement. Et le cœur de la journée du samedi, dédié aux conférences. Voilà, donc le samedi,
on mobilise les participants toute la journée, on les accueille le matin, on leur fait une première série de conférences, on les laisse sur place pour le repas, et le soir, en fait, on va les emmener pour une soirée de clôture. Donc on va vraiment, ici c'est la grosse journée. Pour les conférences, on a eu vraiment on a cherché à être assez exhaustif et hétérogène, en ayant à la fois des choses faciles d'accès et puis aussi des choses beaucoup plus techniques. On essaie comme ça de toujours satisfaire en fait le plus grand nombre. Si une conférence est peut-être un peu trop technique pour quelqu'un, la suivante le satisfera. Marc-Antoine se sent un peu visé là, mais ta conférence était très bien. Non, c'est pas qu'un sujet de technicité, c'est que l'ADN d'Unlock, j'en ai parlé un peu sur scène aussi, sur le format, la bienveillance et l'ambiance, on va dire. Elle est assez proche de hack.lu, par exemple, ou de conférences historiques, on va dire, que certains d'entre vous ont connues ici. Pas commercial, c'est pas parce que tu es partenaire que tu peux soumettre un talk, c'est pas parce que enfin voilà, donc c'est très mais c'est aussi une conférence où on souhaite pas thématiser par année. C'est pas OffensiveCon, on va faire de l'exploit toute la journée. C'est pas voilà. Donc c'est les gens ils soumettent des papiers, ça peut être de la géopolitique, la lutte informationnelle, du droit, du reverse d'un loader, comme il y a eu, et donc c'est ça qu'on souhaite. Et c'est vrai que le comité de programme, qui est quand même maintenant composé de 8 personnes, on met du temps et on argumente, on fait plusieurs passes pour sélectionner les papiers. Avec des intervenants variés, en tout cas en expérience, puisqu'il y a des vieux briscards comme Alexandre Dulaunois de Circle qui a fait une intervention remarquée avec la présentation de leur nouvel outil open source, et puis des intervenants qui sont sortis d'études il n'y a pas très longtemps, finalement, et qui sont venus partager leur expérience, tout ce qu'ils ont appris, des choses qui parfois redécouvrent, mais qui apportent un rayon de soleil sur des choses qui étaient faites, et puis effectivement des choses un peu plus étonnantes, comme l'intervention de Marc-Antoine Ledieu sur toutes les jurisprudences qu'on a pu retrouver à travers son talk, et sur lequel on reviendra peut-être. Oui, je vois que tu as mentionné le stagiaire avec 7 ans d'expérience qui nous a fait beaucoup rire. Oui, il y a une société de services en cyber bien connue à Brest, on ne peut pas la nommer, mais... D'ailleurs, j'ai souvenir que l'année dernière, il y avait des interventions en anglais. Combien vous avez reçu de papiers cette année ? Est-ce que le choix était difficile ? Est-ce que vous avez volontairement écarté des interventions en langue étrangère ou... Alors, on a reçu 95% des propositions de papier en langue étrangère sont soumises par du chat GPT ou des choses de la sorte. Vraiment ? Oui. Pour le reste, effectivement, on n'a pas de filtre sur la provenance ni la langue. Par chance, le comité de programme, par élimination, on fait des classements, on réargumente, n'a pas sélectionné de... Mais c'est ouvert, il y avait des propositions en anglais. Typiquement, Alexandre, que tu citais, Jean-Philippe, et Cédric, ils étaient 2 en binôme, l'avaient rédigé et proposé en anglais. Ça leur restait sur le programme avec un... Exactement, il y a un drapeau anglais sur le programme. On a regardé la liste des participants, il n'y a personne, hormis peut-être eux qui sont autant à l'aise en français qu'en anglais, parce qu'ils viennent du Luxembourg, de Belgique, qui parlent très très bien. Et donc je lui ai dit, fais en français, parce que Hervé, sinon il va se lever. Merci. Ouais, c'est vrai que quand on fait les enquêtes dites satisfaction après les conférences, on demande généralement est-ce que vous voulez plus d'international, plus d'anglais. Ça converge tous les ans vers on veut maximum 20%. Donc nos participants nous demandent maximum 20% d'anglais. Est-ce qu'on peut éventuellement balayer rapidement les conférences pour voir ce qui a été présenté ? Bah oui, ce qui est intéressant, c'est que les sujets étaient vraiment très diversifiés. Aussi bien les attaques informationnelles et comment s'en protéger et d'où elles viennent. Comment on pourrait modéliser ces attaques. Puis à l'autre bout de la chaîne, on est allé sur les vulnérabilités qu'on trouve sur les équipements d'un navire, en passant par l'historique et le désassemblage d'un chargeur de logiciels malfaisants. Donc voilà, des sujets très variés. Oui, on peut en faire une petite synthèse, si vous voulez, du programme, mais vraiment très vite, sans s'exprimer sur le contenu.
On a commencé effectivement, c'était pas une keynote, c'était la première conférence, il n'y avait pas véritablement de keynote, par deux personnes, donc Bertrand Boyer et Anaïs Meunier du projet M82, qui étaient dans la réflexion de comment modéliser, définir les taxonomies, les grammaires, se mettre d'accord sur les termes, tout ce qui va concerner la menace de dite informationnelle. Donc c'était pas c'est technique, mais dans un registre théorique ou de modélisation. S'en est suivi effectivement Mathieu Moquet, de mémoire, qui a présenté comment lui... Alors c'est un sujet connu, j'ai entendu des gens dans la salle dire « Ouais, moi je faisais ça aussi avant, quand j'étais jeune, sans mon déambulateur, en 2010 je faisais déjà ça. » C'est sur les implants physiques basés sur le Raspberry Pi. Et c'est vrai qu'au début, on en discutait avec toi aussi, JP, mais on faisait un peu les vieux cons en disant « Ah, mais on faisait ça il y a 10 ans, 15 ans, etc. » Oui, mais il y avait de la fraîcheur. Ouais, le côté positif, c'est que ça remettait un petit peu... C'était il y a 20 ans déjà. Ça remettait un petit peu au moins au goût du jour l'état de l'art de ce type d'implant, avec quelques nouveautés. C'est plus des canaux vers IRC, c'est vers du Discord. Et puis aussi le côté de construction du boîtier lui-même, ça c'était aussi intéressant. Oui, et puis c'était très transparent, très frais. Voilà, il se prend pas la tête, il dit moi j'ai fait comme ça, mon command and control c'est ce lever, après j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas révolutionnaire, mais c'est propre. C'est bien fait. C'était très bien présenté. Et très bien présenté. Il y a un gros travail de recherche de sa part et de la part de l'équipe derrière aussi. C'est ça. C'est comme pour les ramps. À chaque fois qu'on dit à des jeunes, on avait un sujet il n'y a pas longtemps là-dessus sur le changement du travail ou l'engagement des jeunes. Si à chaque fois on leur dit vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez pas, mais qu'on leur donne jamais l'occasion d'avoir un peu d'expérience, c'est complètement stupide. Donc oui, soumettez des papiers s'ils sont propres, s'ils sont beaux. Vous n'êtes pas obligé d'être une star du reverse ARM pour faire un beau papier, une présentation qui plaira à des gens. C'est super intéressant de voir l'état de l'art, même si c'est des choses qui ont été vues, les technos évoluent, les systèmes évoluent, et ce qui n'a pas changé, c'est aussi intéressant en soi, que ça marche toujours. Donc effectivement, la conférence suivante, c'était le Circle qui venait parler de leur nouvel outil qu'ils ont mis aussi en démo, démo en production sur leur site, qui vient rafraîchir Save Search, qui était aussi une publication d'Alexandre à l'époque où on construisait des Dropbox. Et c'est puissant, c'est frais, ça donne envie. Ils essayent de résoudre des problématiques que tous les CERT et les CERT ont sur le suivi de vulnérabilité, sur la traçabilité, etc. Donc c'était une très bonne conférence avant la pause méridienne. Et c'est un sujet vraiment intéressant aujourd'hui où les référents historiques sont en train d'exploser, ne serait-ce que parce qu'il y a une multiplication de sources qui ne se mettent pas d'accord et parce qu'il y a des doutes sur la continuité de services qui dépendent du gouvernement fédéral américain. Pour le déjeuner, on a eu l'occasion, encore une fois, de goûter plein de spécialités bretonnes. Ça fait toujours plaisir. Galette saucisse. Alors, mais vous n'êtes pas dans la banlieue parisienne ici, d'accord ? Vous n'êtes pas à Rennes, vous êtes en Pointe Finistère, donc c'est des crêpes. On va me saboter mon cidre ce soir, je le sens. Ils font exprès. Bon. Oui, on a repris après cette pause avec David Le Goff qui est venu parler à la fois d'une initiative portée par l'ANSSI, à savoir doter différents CERT ou associations avec du budget pour fonctionner pendant 3 ans. Et David est venu présenter le CERT, mais je pense que Goupil, tu vas donner des précisions sur tout ça, sur son CERT mobile pour une CTI adaptée pour le CERT aviation. Je pense qu'il a vraiment montré tout ce que peut faire un homme orchestre avec un spectre de compétences extrêmement large. Il a aussi montré les limites de l'exercice parce qu'en fait, pour faire tourner ça dans la durée, il faut du monde. Et aujourd'hui, c'est une des limites d'exercice des CERT, il faut réussir à constituer les équipes, à avoir du financement, à avoir des moyens humains. Et c'est quelque chose le retour qu'il a fait était vraiment très très intéressant sur ce qu'il arrive à faire avec relativement peu de moyens. Ça sera intéressant de voir dans la durée à quel point le CERT Aviation va pouvoir se développer, faire encore plus de choses avec plus de gens, etc. Et il a publié tout son travail, donc les gens qui sont intéressés peuvent suivre. Oui, et ça fait d'ailleurs la une de MISC du mois de novembre. Exactement. Qui est extrêmement synthétique, vaut mieux aller voir la source directement de ces codes. S'en est suivi un retour sur le tiering Active Directory, qui est un gros travail fait par Aurélien Chalot. Les architectures étaient intéressantes, elles repartaient en partie de ce qu'a présenté l'ANSSI, enfin des travaux de l'ANSSI. Je pense que quand tu as présenté certains schémas, à mon avis, il y a quelques agents de l'ANSSI qui sont morts,
qui sont pendus. Mais non, franchement, c'était intéressant. Ça présentait à la fois les bonnes pratiques, certaines méthodes de durcissement, d'architecture, etc. Il y avait pas mal de rappels, et puis c'était assez pédagogue globalement dans la construction de la présentation. Et vous pouvez le retrouver sur Twitter et sur GitHub pour discuter avec lui. Et ça confirme quand même la règle du A, qui est qu'à chaque fois qu'il y a une conférence sur le tiering, c'est un Aurélien qui l'a fait. Alors, s'en est suivi Marc-Antoine Ledieu qui va nous résumer en 30 secondes sa conférence. Tous coupables. Effectivement, Marc-Antoine a repris un certain nombre de jurisprudences sur des cas avérés de piratage français, 9 cas si j'ai bon souvenir, et pendant une demi-heure, il a fait participer l'auditoire pour savoir si c'était vrai ou faux et donner les peines systématiques. En partant peut-être des choses les plus simples à certains procès qui ont fait la une de la presse française dans la cyber. Elle a beaucoup plu cette intervention. Évidemment, par tes qualités intrinsèques d'animateur mais non, surtout j'allais dire pour une fois, mais c'est dommage, mais la BD n'empiétait pas trop sur ce que tu racontais et était assez synchro sur les textes. J'ai été bien briefé. Et l'effort que tu as fait d'avoir quelque chose, alors pas 100% interactif, parce que quand on parle, c'est pas non plus un cours magistral, mais des questions, vous pensez que c'est vrai, vous pensez que c'est faux, de très opérationnel, ça a beaucoup plu à des tas de gens qui découvraient le sujet. C'est faux. T'as fait 9 vrais ou faux, et les 9 réponses étaient vraies. C'est statistiquement aberrant. J'ai précisé tout de suite, je mens. Je mens beaucoup, donc j'ai introduit le sujet en mentant, mais à un moment, je ne peux pas inventer toutes les jurisprudences. C'est même pas la peine. Il suffit de jamais sous-estimer le caractère prévisible de la bêtise humaine. Donc il suffit de prendre les exemples, voir comment les tribunaux massacrent plus ou moins derrière, et après on dit qu'on en a inventé ou pas, mais en fait c'était entièrement vrai. Et les slides sont en ligne. S'en est suivi un talk sur la CTI, l'évolution, la recherche de menaces sur une charge connu, identifié. Un loader en particulier, avec quelques blagues, le fait que par exemple, dans la première version, c'était chiffré avec une clé qui était 1, 2, 3, 4. Ce qui est pas mal, bravo. Et une dernière conférence dont nous allons te laisser parler, Guillaume, puisque nous, on n'a pas le droit d'en parler. Aussi, c'est au programme officiel. Sur le web, mais on ne rentrera pas dans les détails. C'est une partie de mes équipes, c'est 3 personnes de chez moi, de chez Diateam, qui d'ailleurs, sur lesquelles je n'avais pas voté. Parce que on n'a pas le droit de voter quand voilà. Non mais je tiens à préciser parce que des fois on nous dit ouais mais voilà, on est assez à cheval sur, comme j'ai rappelé le matin, le code de conduite, faut que ce soit carré quoi. Sur la recherche en boîte noire de vulnérabilité dans des équipements du secteur maritime, donc on retrouve sur des passerelles, là en l'occurrence c'était des équipements plutôt sur des passerelles de bateaux, ça pourrait être aussi des équipements à terre ou des liaisons. Et donc il y avait Little Ship, Adrien et Léo qui pendant 30 minutes ont expliqué de manière très humble, j'espère, comment ils ont fait pour trouver des choses dans un secteur assez vulnérable. Bon, on était en TLP-Ember, donc on dira pas, mais moi qui suis pas technicien, ce que j'ai retenu de ce talk, qui est quand même consternant, c'est qu'en fait, il y a une norme pour la navigation maritime qui a 2-3 ans, et globalement, la durée de vie de tous ces équipements et de tous ces bateaux, c'est 40 ans, donc on est parti pour des années avec l'existant. Oui, exactement, mais alors ce sujet-là, il n'est pas propre au secteur maritime. Il y a un des seuls secteurs de l'industrie qui est pas le même, notamment dans le transport, c'est l'aérien. Mais sinon... non, si c'est vrai. Sinon, tout secteur industriel confondu, hormis quelques cas quand même, tu pars pour des cycles de vie de 30 ans, maintien en conditions de sécurité, on vient de découvrir le truc, ça rentre à peine dans des nouvelles exigences de marché public. Les normes, certes, mais elles ne sont pas appliquées. Enfin, bon, voilà, c'est un vrai sujet. Alors, ce qui était consternant, c'était pas le talk, c'était ce qui était vu dans le talk. Le talk était très bien, mais effectivement, ça illustre bien qu'il y a des tonnes de domaines dans lesquels la sécurité est une nouveauté. Dans lequel il y a de l'informatique partout et que les gens qui l'intègrent au départ ne sont pas des spécialistes en informatique. Ce sont des gens qui font des instruments, qui font des machines et pour qui le pilotage informatique est un plus sur une machine et qui doivent s'interconnecter les uns avec les autres avec le minimum d'interopérabilité toléré par les clients et le tout se fait à coup de bricolage. Et donc c'est par essence complexe à intégrer et la différence qu'il y a entre les cycles de vie des produits IT et des produits industriels fait que les vulnérabilités sont inhérentes à ce genre de système. Le sujet qui est encore plus complexe, on ne voit pas plus complexe, mais un autre
c'est que pour essayer d'effacer cette dette technique ou de non-sécurité, voire même de fonctionnement, parfois de sûreté bricolée, c'est que ces systèmes sont opérationnels à la mer, déconnectés, avec du personnel non qualifié et des temps de production. Quand on voit aujourd'hui un gros bateau qui fait que ce soit du gaz liquéfié ou voilà, on peut pas lui dire on va le rétrofiter pendant 1 an et demi, là, on va essayer de mettre des firewalls et des machins. Non mais vous rigolez ou quoi? Non, il faut que ça marche, on n'a pas le temps. Et puis le mot de passe, il est écrit avec un scotch dessus, c'est le même mot de passe pour l'ensemble de la flotte. C'est 1, 2, 3, 4, parce qu'on a 3 Philippins, 4 machins, et il n'y a plus personne à bord. Et c'est un vrai sujet. La différence, c'est aussi par rapport à la correction. On a eu une rump où on a vu une correction d'une application web en 8 heures. Là, il ne semble pas que les fournisseurs aient répondu au signalement des vulnérabilités. Parce que la correction dans ce genre de truc, ça pète l'intégration. Le mot de passe qui est exploité dans Stuxnet, dans les produits Siemens, il n'a pas changé. Parce que si on le change, on pète des installations industrielles. Voilà, s'en est suivi, pour reprendre l'expression de Jean-Philippe, 7 rump, non pas 8, parce qu'il y a ils sont partis en réponse à un incident en plein milieu de la conf. Oui, ça c'était cocasse aussi, en plein milieu de la conf d'Alexandre. Excuse-moi, je te reprends le micro. Il n'y aurait pas quelqu'un ici qui pourrait faire de la réponse à incident. On dira pas où, on dira pas pour qui. Des rump, donc format classique, sur des sujets divers et variés. Et puis surtout, le moment le plus beau de Unlock Your Brain, l'enregistrement du podcast No Limit Sécu. Comme on est dans la bienveillance, je vais distribuer les bons points pour finir. Donc félicitations pour Guillaume pour l'excellence de ses blagues qui ont ponctué la journée et qui ont dû demander un temps de préparation important, je pense. Disons que cette année, j'étais pas au top, donc voilà, je voulais pas en faire trop non plus. Mais oui, ça devient un peu... Il y a des gens qui me disent qu'ils viennent que pour ça. Oui, il y avait 1 ou 2 blagues bien pourries quand même. Seulement 1 ou 2? En tout cas, on ne pourra pas les reproduire lors de ce No Limit Sécu, c'est pas autorisé. Mais non, c'était absolument excellent. Et félicitations à la fille qui a passé le micro toute la journée, qui ne comprenait absolument rien et qui lisait de la dark romance au fond de la salle. Donc kudos à elle aussi. Guillaume, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ou Josquin peut-être ? Oui, on peut se partager chacun. Voilà, moi ce que je dirais, c'est que ces choses-là, si on veut l'unicité de lieu, toujours de la qualité, grandir sans trop grandir, mais peut-être rajouter des périmètres, des choses comme ça, c'est les partenaires. Et surtout, comme je disais, c'est l'appel à Bug Bounty, aux partenaires qui sont organisés et aux périmètres qui sont organisés le vendredi, grâce à BZ Hunt, avec un Bug Bounty étudiant, avec la plateforme YesWeHack, pour permettre de plus en plus d'étudiants de venir tester des périmètres, des reporting, apprendre à faire des choses. Et c'est vrai que en fait, ce qu'on veut, c'est garder la dynamique, garder un peu cet esprit, donc pas augmenter trop en taille pour garder toujours le même style. Oui, puis pour qu'on réussisse à gérer ça de manière qualitative. Et bénévole. C'est complètement bénévole, on est tous bénévoles au sein de la cantine numérique. Donc il y a un moment, quand tu grossis, tu commences ça tire un peu et les belles choses se font sur la durée. Là, ça fait 10 ans, continuons comme ça, et puis adaptons, améliorons. Donc on essaie toujours d'inventer ou d'ajouter des par petites touches. Donc cette année, par exemple, on avait une voiture sur le parvis. Gaël Musquet qui était venu avec sa Toyota sur le parvis pour expliquer les vulnérabilités, le car hacking, ce qui est possible de faire, les bus, voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je crois que tous les participants de la conf y sont passés, tellement je voyais des délégations qui étaient. Et alors le truc que je trouvais génial, c'est qu'il y avait des gens qui allaient à la gare, ils passaient, comme ils voyaient qu'il y avait des attroupements, ils s'arrêtaient. Et donc, il y avait, je pense, la moitié des gens qui regardaient et qui expliquaient le truc, prenaient des photos. Ce n'étaient pas des gens de la conf du tout, quoi. Donc ça, c'est assez génial ouais, à refaire, quoi. Merci Gaël, d'ailleurs, au passage. Très bien. Merci à tous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.